La vie joue parfois de cruels tours, de ceux qui vous font remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Pour moi, le tour est arrivé sous forme de message texte, un mardi pluvieux, alors que je feuilletais des catalogues de revêtements pour la maison de nos rêves. C'était un numéro inconnu, avec une photo floue, mais la légende était claire comme de l'eau de roche. Ta femme et moi nous sommes bien amusés hier soir. Le choc m'a paralysé, l'image de la maison parfaite que nous construisions s'est effondrée dans mon esprit bien avant toute poutre réelle. Ma femme, Clara, une créatrice de mode renommée, semblait être l'incarnation de la loyauté et du succès, mais la preuve était là que tout n'était qu'une farce. Je me souviens encore du bourdonnement dans mes oreilles, de la sensation de vide dans mon estomac. J'étais là, avec des échantillons de marbre et de peinture dans les mains, planifiant chaque détail de notre futur foyer, tandis qu'elle, apparemment, en construisait un autre avec quelqu'un d'autre. Il n'y a pas eu de cris, pas de scène, juste un silence assourdissant qui m'a envahi. La rage s'est mêlée à l'incrédulité, et un froid calculateur a commencé à s'installer dans ma poitrine. Je l'ai regardé cette nuit-là, dans notre lit, avec un sourire qui semblait celui de toujours, mais qui, pour moi, portait désormais le poids d'un mensonge insupportable. L'ironie était palpable. Nous étions sur le point de commencer la rénovation de notre maison, un projet dont Clara rêvait depuis des années, et que moi, en tant qu'ingénieur, je supervisais de près. Ce serait notre refuge, notre sanctuaire, l'endroit où nous construirions une famille. Mais, à ce moment-là, la maison est devenue un symbole de sa trahison, et une scène parfaite pour la mienne. J'ai décidé de ne pas l'affronter. Pourquoi lui donner la satisfaction de voir ma douleur? Pourquoi lui permettre de manipuler la situation avec ses excuses préparées? Je voulais quelque chose de plus, quelque chose qui lui ferait ressentir ce que je ressentais, mais d'une manière qu'elle ne pourrait jamais prévoir. Les plans de rénovation, auparavant pleins d'enthousiasme et de collaboration, ont maintenant pris un ton sombre. Chaque réunion avec les architectes et les entrepreneurs était un rappel de mon secret et de ma détermination croissante. Je souriais, j'acquiesçais, je faisais des suggestions, mais mon esprit était ailleurs, à machiner. La maison, qui aurait dû être un nid d'amour, a commencé à se transformer en un champ de bataille silencieux, où je serais le seul général. Ce faux sourire sur mon visage est devenu un masque, et derrière lui, la rage bouillonnait, attendant le bon moment pour se manifester. Les conversations sur le plâtre, le câblage et la plomberie sont devenus la bande sonore de ma vengeance silencieuse. Je passais des heures à étudier le plan, non pas pour assurer la perfection, mais pour trouver la faille, le point faible. L'idée que j'aurais un contrôle total sur la structure, sur chaque poutre et chaque mur, me donnait une étrange sensation de puissance. Elle contrôlait sa vie secrète, mais je contrôlerais son monde physique, son refuge, et elle ne se douterait jamais de rien. La rénovation est devenue mon arme, et la maison, ma cible. Les travaux ont commencé. Le bruit des marteaux et des perceuses se mêlait au silence de mon âme, qui était désormais un terrain fertile pour des pensées sombres. Je suis devenu le maître d'œuvre de ma propre vengeance. Je passais des heures sur le chantier, supervisant chaque détail, mais avec un agenda secret. Ce sourire que je donnais à Clara quand elle venait voir les progrès était un déguisement pour le plan que j'exécutais. Elle parlait des couleurs des murs, du jardin qu'elle planterait, et j'acquiesçais, en apparence le mari serviable, à l'intérieur l'architecte de sa ruine. Mon objectif principal est devenu son atelier, le cœur créatif de Clara. Elle y passait des heures, dessinant, cousant, donnant vie à ses idées. C'était l'endroit où elle se sentait le plus à l'aise, le plus elle-même. C'est pourquoi j'ai décidé que ce serait là, au-dessus de cet espace qu'elle aimait tant, que je planterais les graines de la destruction. J'ai commencé à étudier la structure du toit et du plancher de l'étage avec une intensité quasi obsessionnelle. Chaque poutre, chaque point d'appui, chaque calcul de poids était analysé. J'ai commencé à introduire des défauts. Petits, presque imperceptibles, mais calculés pour être catastrophiques à long terme. Sur le toit au-dessus de l'atelier, par exemple, je m'assurais que certaines des poutres de soutien étaient légèrement plus courtes qu'elles ne devraient l'être, compensant la différence avec des cales provisoires qui sembleraient faire partie de la structure. Dans d'autres parties, je remplaçais les vis à haute résistance par d'autres de qualité inférieure, dans des endroits cachés, où la corrosion ferait silencieusement son travail au fil du temps. Personne ne le remarquerait jamais, à moins de les chercher avec un microscope et le plan original de la maison. À chaque poutre mal posée, à chaque clou omis à des points cruciaux, je ressentais une satisfaction macabre. C'était comme si je construisais non pas une maison, mais un piège, une œuvre d'art de la vengeance. Clara, inconsciente de tout, louait mon engagement et mon dévouement au travail. « Tu te surpasses, chérie », disait-elle, les yeux brillants.
Et je souriais, un sourire qui, pour elle, était de fierté, mais qui, pour moi, était d'une pure froideur. J'observais chacun de ses mouvements, chaque fois qu'elle s'asseyait pour dessiner, et j'imaginais l'avenir, la maison devenant un témoignage de ma douleur. L'odeur de ciment frais et de peinture se mêlait à l'arôme de ma rage, qui ne faisait que grandir. Je me suis assuré que tous les défauts étaient concentrés dans la zone de l'atelier et qu'ils étaient structurels. Des fissures minimes dans les fondations, des piliers avec des armatures légèrement plus fines que nécessaire, tout pour qu'avec le temps et le poids naturel de la structure, la fatigue du matériau fasse son travail. Je ne voulais pas un accident immédiat, je voulais quelque chose qui se développerait lentement, une issue qui serait aussi naturelle que le passage des saisons, et aussi choquante qu'un éclair par ciel bleu. Les mois s'étirèrent, et avec eux, la maison de nos rêves prenait forme. Chaque mur érigé, chaque tuile posée, était une brique de plus dans ma patiente vengeance. En apparence, j'étais le mari attentif, qui discutait avec Clara de la couleur des carreaux de la cuisine et du type de bois pour le sol. À l'intérieur, je comptais les jours, observant les minuscules défauts que j'avais implantés, attendant que la force de gravité et le temps fassent leur travail. La maison était une métaphore parfaite de notre mariage, belle à l'extérieur, mais avec des fissures structurelles à l'intérieur, invisibles à l'œil nu. Clara était radieuse avec la maison prête. Ses yeux brillaient chaque fois qu'elle parlait de l'atelier, des nouvelles collections qu'elle y créerait. Elle passait des heures dans cet espace, organisant tissus, croquis, mannequins. Et moi, avec un nœud à la gorge, je l'observais. L'ironie était cruelle, elle était si heureuse du nid que j'avais construit, sans savoir que c'était un piège soigneusement monté. Je m'efforçais de paraître heureux, de participer à chaque célébration de la nouvelle maison, mais à l'intérieur, la froideur s'approfondissait. J'ai commencé à me comporter comme un détective, cherchant le moindre signe que les défaillances structurelles commençaient à apparaître. De petites fissures dans le plâtre, des grincements inhabituels dans le bois, tout ce qui pourrait indiquer le début de la fin. Mais la maison restait solide, et chaque jour, je me demandais si j'avais été trop subtil. Mon impatience grandissait, mais je savais que la clé de ma vengeance était la patience, l'art d'attendre le bon moment, de laisser la nature agir par elle-même. Les conversations sur l'avenir étaient constantes. Elle planifiait le prochain défilé, moi je planifiais mon évasion. Ses rires résonnaient dans les couloirs, et je m'efforçais de rire avec elle, de ne pas laisser transparaître le tourment que je portais. La maison est devenue une scène pour notre mise en scène, où nous étions les acteurs principaux d'une pièce tragique. Je me demandais si, à un moment donné, elle se douterait de la froideur dans mes yeux, de la façon dont je l'observais avec un regard distant, presque comme si elle était une étrangère. La routine s'est installée dans la nouvelle maison. Petit déjeuner dans la cuisine ensoleillée, déjeuner rapide, et les longues nuits où elle travaillait à l'atelier pendant que je me perdais dans mes pensées, fumant une cigarette dans le jardin. C'est dans ces moments, sous le ciel étoilé, que je visualisais le scénario final, l'achèvement de mon plan. L'attente était atroce, mais chaque jour qui passait était un pas de plus vers ma liberté tant attendue. J'étais prêt pour le dénouement, pour le moment où la maison révélerait son secret. C'était un jeudi ordinaire, de ceux qui se perdent dans la mémoire, mais qui pour moi serait gravé au fer rouge. Le soleil entrait par les fenêtres du salon, peignant les meubles d'une lumière dorée, et l'odeur du café frais envahissait l'air. Clara était à l'atelier, comme toujours, avec le bourdonnement de la machine à coudre et le froufrou des tissus remplissant le silence de la maison. J'étais dans le jardin, fumant une cigarette, observant la fumée se dissiper dans le ciel bleu, un calme qui cachait la tempête qui allait arriver. Le jour semblait normal, mais quelque chose en moi disait que l'attente était sur le point de se terminer. Tandis que j'observais les papillons dans le jardin, un bruit étrange, presque imperceptible au début, attira mon attention. Un claquement sec, suivi d'un grincement prolongé, comme le gémissement d'un vieux bois sous pression. Mon cœur s'accéléra. Je connaissais ces sons, c'étaient les signaux que j'attendais depuis si longtemps. La maison, auparavant si silencieuse, commença à murmurer les secrets que j'avais enfouis dans sa structure. C'était le son de ma vengeance, de l'architecture de la destruction que j'avais conçue avec tant de soin. Le deuxième claquement fut plus fort, et un léger tremblement parcourut le sol du jardin. Je me levai, la cigarette oubliée entre mes doigts, et regardai la maison. À l'étage, là où se trouvait l'atelier, une petite fissure, presque un cheveu, commença à apparaître sur le mur extérieur. Elle s'étendit rapidement, comme une carte de veine s'ouvrant. Le toit, qui semblait si solide auparavant, commença à s'affaisser de manière presque imperceptible, une inclinaison minimale que seuls mes yeux entraînés pouvaient détecter. Puis, vint le son que je n'oublierai jamais. Un fracas assourdissant,
comme un coup de tonnerre tombant à l'intérieur de la maison. L'air vibra sous la force de l'impact. Je vis le mur de l'atelier s'ouvrir comme une blessure, et des morceaux de plâtre et de briques s'effondrer. Un nuage de poussière blanche explosa par les fenêtres, enveloppant tout. Le cri de Clara, court et aigu, fut étouffé par le bruit de l'effondrement. Je restai immobile, observant la scène se dérouler, la vengeance se concrétiser sous mes yeux. La maison s'effondra sur elle-même, comme un château de cartes. Le toit de l'atelier céda complètement, entraînant avec lui l'étage supérieur et une partie de la structure du rez-de-chaussée. La poussière s'éleva en un nuage dense, couvrant le jardin et ce qui restait de la façade. Le silence qui suivit fut encore plus terrifiant que le bruit de l'effondrement. Clara était ensevelie. Je le savais. Et, à ce moment-là, tandis que la poussière retombait, un froid calculateur m'envahit. La vengeance était consommée. L'odeur de poussière et de destruction était suffocante. Je restais là, immobile, observant ce qui restait de la maison, ou plutôt, ce qui restait de mon mariage. Les voisins commencèrent à apparaître, attirés par le bruit, avec des regards curieux et effrayés. Je m'efforçai de paraître choqué, d'afficher le masque de désespoir que l'on attendrait d'un mari qui venait de perdre sa femme. Les mains tremblaient, non pas de peur, mais d'un étrange mélange de soulagement et d'adrénaline. C'était la fin, et j'avais réussi. J'ai appelé les urgences, la voix étranglée, simulant le désespoir. Ma maison s'est effondrée. Ma femme, elle est à l'intérieur. Les mots sortaient avec la perfection d'un scénario répété. Pendant que les pompiers et la police arrivaient, je restais dans le jardin, observant le mouvement, la scène que j'avais orchestrée avec tant de froideur. Les sirènes déchiraient le silence qui auparavant me tourmentait, mais qui maintenant semblait la bande-son de ma liberté. Les secouristes commencèrent le travail de recherche et de sauvetage. Je fis ma déposition, calme et concise, décrivant la routine, ce que Clara faisait au moment de l'effondrement. J'inventai une histoire sur un bruit étrange que j'avais entendu quelques jours auparavant, une fissure dans le toit à laquelle je n'avais pas accordé d'importance, quelque chose qui m'incriminerait suffisamment pour ressembler à une erreur, mais pas pour révéler la vérité. Ils acquiesçaient, enregistrant chaque mot, sans se douter de l'esprit calculateur derrière le visage pâle. Les heures s'étirèrent, et l'espoir de retrouver Clara vivante s'amenuisait à chaque morceau de béton retiré. Je m'autorisai quelques larmes, au bon moment, lorsque les regards des voisins et de la presse étaient sur moi. Les mots de réconfort, les étreintes, tout semblait distant, étouffé par un mur invisible qui me séparait de cette réalité. J'étais un spectateur de ma propre tragédie, un acteur sur une scène de décombres. Quand ils la trouvèrent enfin, le corps sans vie de Clara fut retiré des décombres. Je m'approchai, avec l'expression de douleur que je savais devoir avoir. Je regardais son visage, auparavant si plein de vie et maintenant couvert de poussière, et je ne sentis rien d'autre qu'un vide. La vengeance était accomplie, et la douleur qu'elle m'avait causée avait été payée. J'étais un veuf, un homme en deuil, mais à l'intérieur, j'étais enfin libre. Les jours suivants furent un flou de funérailles, d'entretiens avec la police et de condoléances. Je me comportais comme le veuf parfait, l'homme qui avait tout perdu dans un tragique accident. Personne ne se douta de rien. L'enquête conclut que l'effondrement était le résultat d'une défaillance structurelle, une erreur de conception ou un matériau inadéquat, comme cela fut rapporté par la presse. Mon travail fut impeccable, les défauts si subtils qu'ils parurent accidentels, partis de la complexité de la construction. Je me lamentai, je pleurai, et je fus loué pour ma force dans un moment si difficile. La maison devint une ruine, un squelette tordu de béton et de métal. C'était le monument parfait à la fin de mon tourment. Le terrain fut isolé, et je commençai le processus de gestion des assurances et des bureaucraties. Chaque papier signé, chaque appel passé, était un pas de plus pour clore ce chapitre de ma vie. Je ne ressentais aucun remords, seulement une étrange sensation de paix qui m'accompagnait depuis le moment de l'effondrement. La rage qui me consumait s'était dissipée, remplacée par un vide que je ne savais comment combler, mais qui n'était pas douloureux. J'ai déménagé dans un petit appartement, temporairement, en attendant de régler l'avenir du terrain. L'absence de Clara était palpable, mais elle ne me dérangeait pas. Elle ne me manquait pas, sa présence, son odeur. Je ressentais seulement le soulagement de ne plus avoir à faire semblant, de ne plus avoir à vivre avec le mensonge. Les nuits étaient longues et je passais des heures à fixer le plafond, me remémorant chaque détail de ma rénovation silencieuse, revivant chaque étape de ma vengeance. La vie a suivi son cours et avec elle, l'opportunité d'un nouveau départ. J'ai reçu l'argent de l'assurance, une somme considérable qui me donnerait la liberté d'aller où je voulais.
J'ai vendu le terrain de l'ancienne maison, me débarrassant de toute trace physique de ce passé. J'étais libre, sans attache, sans la nécessité de maintenir la farce. Mais la liberté avait un prix, et je le savais. Le poids de ce que j'avais fait, bien qu'il ne me causât aucun remords, était une marque indélébile dans mon âme. Aujourd'hui, je vis dans une ville lointaine, dans un endroit où personne ne connaît mon passé. Je fume mes cigarettes dans le jardin, observant le ciel, et la scène de l'effondrement se répète encore dans mon esprit. Il n'y a pas de culpabilité, pas de douleur, juste la certitude que la vengeance, bien qu'elle m'ait libéré, m'a transformé en quelque chose que je n'aurais jamais pensé être. La rénovation silencieuse était terminée, mais ses conséquences résonneront en moi pour toujours.